Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaroutou est à Malanville. Malanville, c'est la porte d'entrée du Bénin par le nord. Nous sommes dans une cité économique, nous sommes dans une cité qui bouge beaucoup, nous sommes à la frontière entre le Bénin et le Niger et nous sommes avec l'autorité communale. Nous parlerons de la thématique de cette édition de Bénin Dabaroutou, agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Nous allons également explorer les actions du maire à la tête de la commune. Nous allons parler des actions du gouvernement dans la commune de Malanville. Nous allons également nous enquérir des besoins des populations de Malanville. Merci de vous installer, monsieur le maire. Merci de nous recevoir chez vous. Merci de me recevoir aussi dans votre émission itinérante dans les différentes communes pour vous enquérir des efforts, en tout cas de tout ce que chacun de nous, maires, nous sommes en train de faire dans nos communes. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et ça fait plaisir qu'à chaque fois que nous frappons à votre porte, vous nous recevez et ça nous encourage. Alors, pour commencer, présentez-nous votre commune. D'accord. Bon, avant de présenter ma commune, il faut que moi-même je me présente. Ah oui, absolument. Voilà. Donc, moi-même, on m'appelle Gado Guidami, maire de la commune de Malanville. Et une commune aujourd'hui avec les estimations démographiques qui tournent autour de 210 à 215 000 habitants. D'accord. C'est composé donc de 5 arrondissements. Oui. Il y a l'arrondissement de Madikali, l'arrondissement de Garou, oui, l'arrondissement de Malanville Centre, l'arrondissement de Tumboutou et l'arrondissement de Guinée. D'accord. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un conseil communal de 29 membres. Oui. Alors, ces 29 membres viennent de trois formations politiques différentes. Oui. Il y a le bloc républicain, oui, dont je suis membre. D'accord. Et que c'est à ce titre d'ailleurs que je suis maire. Il y a donc l'UP. Oui. Avec les deux partis, il y a donc ce qu'on appelle l'accord de gouvernance. Et c'est sur cette base que depuis 2020, donc je suis en train de gérer la commune. Mais il y a également donc les forces Cori pour un Bénin émergent et qui aujourd'hui participe aussi depuis mon avènement, oui, au développement de la commune. Et je crois que c'est une structure politique qui, malgré sa coloration, accompagne réellement toutes les actions allant dans le sens du développement de la commune. D'accord. Voilà. Alors, lorsqu'on est dans une commune aussi viable économiquement, c'est qu'il faut faire bouger les choses, il faut mener des actions. Dites-nous, depuis 5 ans aujourd'hui, quelles sont les actions phares qui sont à votre actif, vous, en tant que maire, et qui mènent une politique en concert avec les adjoints et les CA et le conseil communal? Oui, merci bien. Comme vous l'avez dit, c'est une commune, la commune de Malanville, c'est une commune effectivement qui a des potentialités économiques, oui, qui dispose vraiment d'atouts économiques pour tout son développement. Et que ce qui reste, en fait, peut-être c'est la conclusion qui allait venir du développement que j'allais faire. Ce qui reste, c'est la question d'organisation des filles et des fils de cette commune-là. D'accord. Organisation. Organisation. C'est-à-dire que les stratégies qu'il faut pour que l'on soit de telle tendance ou de telle autre tendance, que nous ayons donc la vision que le développement doit être le leitmotiv de chacun de nous. Et qu'en dehors donc de cela, lorsqu'il est question des compétitions électorales ou bien des compétitions politiques, quand ça vient, on mène la compétition. Ce qui est sûr dans une compétition où ce n'est pas tout le monde qui doit donc gagner, c'est que dès que quelqu'un gagne, c'est qu'il n'y a rien à faire. Les autres, dans le cadre de ce leitmotiv qui est le développement de la commune, c'est qu'on doit former un front commun. On doit faire un front commun pour ce développement-là. Et c'est dans ce cadre que, en juin, le 9 juin 2020, quand je suis venu à la tête donc, de la commune, j'avais 2 défis majeurs. Le premier défi, c'est de stabiliser le conseil communal. Stabiliser dans quel sens? Stabiliser parce que depuis l'avènement de la décentralisation, nous avons connu des conseils communaux tumultueux.
Oui, je me rappelle encore, à la mandature avant vous, il y a eu le phénomène de destitution qui a secoué le Conseil, effectivement. Donc, après avoir observé et étant aussi un acteur, puisque depuis 2008, je suis conseiller communal, et mon premier défi, donc, c'était donc de stabiliser le Conseil, parce que tout développement est impulsé donc, par le Conseil communal. Absolument. Bien sûr, par la suite, il y a eu la réforme où, donc, maintenant, en dehors du conseil communal, il y a le conseil de supervision, d'ailleurs, où donc, les grandes décisions se prennent, quitte à ce que ça soit validé par le conseil communal. Alors, dès lors que je suis venu, j'ai dit honnêtement que moi, je ne suis pas venu pour faire la politique politicienne. C'est vrai que c'est un parti, ce n'est pas le truchement d'un parti que je suis venu, mais aujourd'hui, avec ma présence, c'est que le défi est plus grand. Depuis la décentralisation, c'est deux formations politiques qui se chamaillent, enfin pas s'alterner, mais qui s'affrontent. C'est-à-dire, une formation politique a le maire et l'autre formation politique fait tout pour que donc, on puisse soit renverser le maire ou bien l'empêcher de travailler pour que cette formation, pour cette dernière, donc, puisse avoir la chance prochainement de positionner. C'est cette guerre qui a été menée de 2003. Début donc de la décentralisation, en tout cas après le système démocratique de 1990, c'est jusqu'en 2020. Et c'est en 2020, quand je suis venu, que j'ai dit, bon, il vaut mieux que j'ai encore plus d'intelligence, plus de stratégie et plus aussi de chance pour que donc Dieu me permette désormais là de stabiliser, parce que au lieu que ça soit deux désormais là, ça fait trois. Formation politique. Je vous ai dit Bloc républicain, UP et puis les forces Cori pour un Bénin. Donc, ça veut dire que le défi est grand. Et j'ai dit, mon leitmotiv dès ma prise de service, dans mon discours, j'ai dit, mon leitmotiv, c'est le développement de la commune de Malanville. Si quelqu'un est fils ou fille de la commune et que donc il a à cœur le développement donc de la commune, parce que c'est pour ça que ses parents ont consenti des sacrifices pour l'envoyer donc à l'école pour avoir le savoir. Moi, je suis prêt pour être donc le chef d'orchestre pour que nous puissions aller vers ce développement-là. Et je veux que chacun puisse s'épanouir, même en étant d'une autre formation politique. L'épanouissement vient de quoi? De ce que, quand nous allons nous mettre ensemble, nous allons travailler, les résultats que nous aurons là, chacun peut aller dire dans son arrondissement ou bien dans son village, non, c'est moi-même qui ai réalisé ça. Vous pouvez même ne pas dire que c'est le maire. Vous pouvez dire que c'est vous. Moi, je sais le langage aussi, que quand je serai là, le langage que je vais tenir. Et la réalité, c'est que le développement est, et toute la population en bénéficie. Bien. Donc, l'essentiel là, c'est qu'on soit vraiment focalisé vers ces choses-là, focalisé sur le développement. Et le message a passé. Ça a passé parce que jusqu'à l'heure actuelle, alors que nous n'avons jamais eu l'habitude de voter régulièrement les budgets au cours donc des choses là, des mandatures qui sont passées, pour la plupart du temps, donc c'est l'autorité de tutelle qui se substitue donc au conseil et fait adopter donc le budget. Parce que le conseil communal n'arrivait pas à s'entendre. Le conseil a toujours rejeté donc les budgets. Et quand par hasard le budget est voté, il y a un système, enfin c'est un processus. Quand le budget est voté, c'est mis en exécution. À la fin, il y a ce qu'on appelle le compte administratif. Le compte administratif, ça récapitule tout ce qu'il y a comme exécution physique, exécution financière, etc. Et c'est le conseil communal d'abord qui valide cette chose-là, ce document important. Et c'est sur la base de cet accord que maintenant le trésorier communal, aujourd'hui c'est trésorier communal, avant c'était receveur, percepteur, etc. Aujourd'hui le trésorier communal, donc, il reçoit le document, lui-même, il essaie donc de travailler le document pour sortir ce qu'on appelle le compte de gestion. Le compte de gestion donc de la commune. Alors, ni le budget, ni le compte administratif, aucun n'a été voté. Et donc, pendant des années successives, on s'est rendu compte que vraiment on navigue dans le vide. Et c'est comme ça, avec APIDA, nous avons pris l'initiative. Aujourd'hui, je suis le président aussi de APIDA, en dehors donc, de l'espace de Ndiganda, dont je suis également le président. Nous avons pris l'initiative de faire une épuration.
de faire en sorte que tous les budgets qui n'avaient pas été votés, les comptes administratifs qui n'ont pas été votés, par conséquent, les comptes de gestion qui n'ont pas été élaborés par les techniciens financiers, que tout ça là soit mis dans un creuset et qu'on puisse analyser pour voir quelle est la porte de sortie. Ce que nous avons fait est que pour Segbana et Malanville, pour Malanville, ça a dégagé un solde de plus de 200 millions. Wow. Oui. Donc, aujourd'hui, là, nous pouvons dire si le processus est arrivé à terme, et certainement quand peut-être vous aurez l'occasion d'interroger le trésorier communal, il va vous le dire, parce que tout ce qui reste maintenant, c'est qu'au niveau de la Cour des comptes, avant c'était la Chambre des comptes, maintenant ça s'est élargi pour devenir Cour. Donc, le dernier processus là, c'est que la Cour valide tout ce qui a été fait là, et que à partir de ce moment-là, c'est que toutes les choses là, toutes les opérations, n'est-ce pas, de financement au niveau de la commune sont donc régularisées. Wow. Donc, voilà comment ça a commencé en 2020. Mes budgets sont votés régulièrement jusqu'à ce que, bon, à un certain moment donné, la politique politicienne s'en est mêlée. Et que donc en 2021-2022, un budget que j'ai présenté 6 fois à cause de la politique politicienne, donc d'un leader politique, en l'occurrence un député que certainement vous connaissez très bien, il vient mobiliser donc les gens pour dire non, il ne faut pas voter. Si vous le laissez comme ça là, ça veut dire que vous n'aurez plus jamais la chance aussi d'avoir votre... Est-ce que c'est la chance que les uns se succèdent, enfin les uns se succèdent à la tête, ou bien c'est le développement qui est le leitmotiv, ou bien c'est être leader, et que donc le principe de leader là, ça consiste à ce que donc quand un maire est là, en dehors des réalités quotidiennes qui sont vraiment à des moments donnés impitoyables, à ces réalités là, il doit faire face, réfléchir pour voir selon les circonstances, selon le contexte, quelle solution il faut avoir. Est-ce que c'est de ce maire-là qu'il s'agit, ou bien d'un maire qui viendra s'asseoir et de Cotonou, on va lui dire, quand il y a tel problème, non, il faut aller dans ce sens, non, il faut aller dans tel sens. Il devient donc une marionnette. Malanville n'est pas une commune qu'on peut gérer par télécommande. Et c'est à ça que j'ai dit qu'il faut qu'on mette fin à ça. Et c'est ça qui m'a valu pendant un temps un flottement, et que donc après tout est... J'ai présenté le budget 6 fois. 6 fois ça a été soit boycotté ou bien rejeté. Et c'est après maintenant que... Les vieux démons étaient de retour. Voilà. Donc, c'est après que j'ai réfléchi encore, je suis entré à l'intérieur de moi-même et on a trouvé donc la solution, parce que entre-temps, l'autre député qui est là et qui a vu... La dynamique que vous preniez. Voilà. Et que malgré tout le temps où on est resté ensemble, chacun est dans sa formation, on ne s'est pas rapproché politiquement. Oui. Il a vu qu'effectivement, ici, là, c'est qu'il faut vraiment soutenir. Et c'est de là qu'on a renversé donc la tendance. Et c'est ça qui fait que je suis à mon 4e budget qui a été voté régulièrement. Les 29 sur 20, même la résistance qu'il y avait là, dès lors qu'ils ont constaté que maintenant la majorité est telle que la minorité peut même être écrasée, il n'y a pas de souci. Ils ont couru pour venir. pour donc, soutenir ça fait qu'aujourd'hui, là, ça fait mon 4e budget. Et par la grâce de Dieu, cette année, donc, ça sera donc le 5e budget. Et j'en aurai fini avec C'est 6 ans. C'est 6 ans. Oui, c'est 6 ans, mais dans l'autre année 2026, c'est le budget qu'on aura voté en 2025 qui sera exécuté jusqu'au qui aura cours donc en 2026. Oui, effectivement. Bon, c'est 6 ans, mais c'est, disons, juste un mois de la 6e année. Effectivement. Parce qu'en janvier, déjà, on va aux élections. Effectivement. Maintenant, celui qui a l'argent, il revient. Il revient, il continue. Peut-être que c'est vous, ou peut-être vous irez à l'Assemblée nationale, on ne sait jamais. De toute façon, moi, ma préoccupation, c'est le développement de la commune de Malanville. Peu importe les conforts, les prestiges, les avantages qu'il y a ailleurs. Vous avez une mission à la tête de la commune. Ma mission, c'est d'aller vers le développement de la commune de Malanville. Alors, nous allons poursuivre. Vous avez parlé du premier défi qui était de stabiliser. Vous l'avez réussi. Quel est le second défi? Le second défi, c'est qu'après cette stabilisation-là, c'est maintenant le développement de la commune. Oui. Et dans ce développement-là, je me suis donné 3 à 4 axes. Le premier axe, c'est que les populations ont besoin de l'eau potable.
Et dans ce cadre-là, avec l'appui du gouvernement, les plaidoyers par-ci, par-là, aujourd'hui nous avons, au plan des actions gouvernementales, nous avons trois grands châteaux d'eau sur toute l'étendue de la commune. Oui. Il y a un château au niveau de Tombouctou, oui. un château au niveau de Bodjekali en entrant, en venant, voilà, en venant donc de Kandi, le premier village que vous trouvez là, c'est Bodjekali. Il y a un grand château là. Il y a un autre, le troisième, qui est en construction, ce n'est pas encore terminé. Et que le rayon que couvre chacun donc, de ces châteaux-là fait que l'ensemble du territoire de la commune sera donc... bon. Et les deux premiers, à savoir Tombouctou et Bodjekali, ont commencé en attendant la finition donc, des travaux donc, de Madikali. Oui. Mais on était confronté à la difficulté que le prix donc, du mètre cube d'eau était un peu prohibitif. Et donc par les plaidoyers, par l'ANCB, etc. Parce qu'il faut se dire que le développement local, c'est en fait l'initiative personnelle, c'est-à-dire que c'est en fait le dynamisme et puis l'initiative qui va dans le sens donc de chercher les partenaires, que ce soit gouvernementaux ou partenaires privés. Oui. C'est ça qui fait en fait le développement local. Donc sur cette base, on a une réduction. La quantité d'eau, donc par exemple d'un bidon de 25 litres, au départ, donc c'était livré à 50 francs. Maintenant, par le plaidoyer, ANCB et puis autres structures, APIDA et autres là, on est arrivé aujourd'hui à 15 francs. Waouh! 15 francs, donc les 25 litres d'eau. Oui, ça, c'est un exploit. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est l'assainissement, parce que les gens avaient déjà démarré avec ces 50 francs et c'était déjà bon, une manne pour les gestionnaires. Alors, quand les 15 francs sont venus, bon, on a fait comme si cette information-là n'existait pas. Ce qui me reste maintenant, c'est de prendre les dispositions pour que rapidement, au niveau de chacun de ces points où se trouvent donc ces châteaux-là, qu'on uniformise et que donc désormais chacun puisse avoir donc accès à l'eau. Premier défi. Deuxième défi, c'est l'électricité. Oui. Et l'électricité, depuis 2018, on a eu une centrale qui a été installée, toujours à Bodjekali, là, une centrale électrique qui est de 33,5 kVA. Et la SBE fonctionne jusqu'à décembre 2024 avec 20 kVA. Ah oui. 33,5 par rapport à 20. Donc, et depuis 2018, la centrale est restée comme ça, non fonctionnelle. Ah oui. Donc, c'est vers la fin de l'année 2024 que j'ai encore une fois relancé, parce que j'avais déjà lancé des plaidoyers à l'endroit donc des choses là. Il y a un certain nombre de DG qui sont passés à la tête de la SBE. Donc il y a même un DG qui est venu et je lui ai posé, ici il est venu à Malanville, je lui ai posé le problème. Mais quelques jours plus tard, bon, j'apprends qu'il n'est plus là. Il fallait reprendre encore. Voilà. Donc j'ai repris le processus. Vers la fin de l'année 2024, je suis allé au bureau même du DG. Et je lui ai expliqué donc la chose. Il dit, ah bon, depuis 2018, j'ai dit oui. Il dit, bon, ce qu'on va faire, qu'avant la fin de l'année 2024, là, qu'il y aura un transfo qui sera donc mis en place et qui va prendre le relais pour rendre autonome Malanville et Karimama en matière énergétique. Et ce qui a été fait avec beaucoup de difficultés, parce que même pour transporter ça vient, c'est en ce moment on se rend compte que la grue qui doit donc descendre ça, que ce n'est pas la grue correspondante. Et là, je suis resté tout le temps avec eux, des fois jusqu'à 21h. Ils ont descendu, ils ont installé. Aujourd'hui, là, c'est que non seulement nous avons notre autonomie, Karimama et Malanville énergétique, mais c'est que nous avons la possibilité, selon donc les informations que les techniciens m'ont données, avec le réseautage au niveau donc de l'ensemble de choses là du pays, on est en mesure même d'alimenter Cotonou en cas de problème. Ah oui, d'ici. C'est ça, puisque en dehors de choses là de la centrale de 33,5 kVA là, il y a aussi la dorsale nord. Donc c'est un projet sous-régional de la CEDEAO qui couvre le nord Nigeria, le nord Niger, le Bénin,
le Togo, le Burkina. Donc, c'est financé là. Si vous allez là, c'est vraiment, vous allez trouver que c'est un investissement majeur. Très lourd. Et qu'avec ça, maintenant, ajouter à la connexion qui est faite de la centrale de 33,5 kW ou bien 5 MW, je ne sais pas en tout cas ce que les techniciens mettent comme unité de mesure. Oui. Vous allez vous rendre compte que là, ça n'a rien à voir avec... enfin, ça n'a rien à envier à Kosombo. À Kosombo. Non, quand vous finissez la fête, ça a un tour. Ce n'est pas loin de disons, du parc, des parcs gros porteurs. Oui. C'est juste une déviation, à peine moins d'1 kilomètre, vous êtes déjà là. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces deux défis, eau, électricité, je crois que c'est là. Maintenant, le troisième défi qui me reste là, c'est l'assainissement et la modernisation de la ville de Malanville. Absolument. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, tout à l'heure, en faisant donc l'introduction, vous avez dit que c'est la porte d'entrée donc pas le nord, donc du Bénin. Oui. Mais la porte d'entrée, quand vous quittez peut-être Mali, Niger, Burkina et autres là, bon, si c'est de ce côté, en dehors donc de l'Atakora, c'est que c'est pas à Malanville qu'on entre au Bénin. Forcément. Or, quand on est quelque part, on entend parler donc de Malanville. Bon, il faut venir voir ce que c'est que Malanville avant de se rendre compte que ce qu'on avait mis trop haut là, peut-être il faut diminuer un peu, mais pas un peu seulement. Pas. Et donc, c'est la fierté donc de notre pays, de notre République, parce que déjà quand on fait de Malanville la vitrine, et elle est la vitrine, c'est pas elle que donc donc si on fait de cette vitrine là ce que aujourd'hui Cotonou est, même si c'est un peu à une échelle un peu plus basse, je crois que ça va faire la fierté de l'ensemble du pays, parce que généralement quand vous allez à un entretien avec certains, surtout les occidentaux, la première bonne impression que vous arrivez à lui donner là, quel que soit ce que vous allez faire par la suite, c'est ça qui va rester. Bien sûr. Et c'est comme ça aussi quand vous quittez des pays de l'Interland et vous venez à Malanville et que vous avez une bonne impression là. Quel que soit ce que vous allez voir avant d'aller là, vous avez déjà l'idée que c'est un pays vraiment sérieux. Oui. Donc ça, c'est un défi majeur. Et il faut peut-être un projet particulier, en tout cas un truc du genre. C'est le cas à Cotonou. Voilà, comme le Grand Nokoué aujourd'hui. Maintenant, voilà. Donc c'est de ça que nous avons besoin. Pour que vraiment notre ville soit une ville attrayante et qu'elle soit à la mesure des potentialités dont elle dispose pour le développement non seulement de la commune, mais de l'ensemble du pays. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la commune de Malanville, dans la Liborie en général, on parle du grenier du coton, n'est-ce pas? Oui. Mais après Banikwara et Kandi, la troisième place se dispute entre Malanville et Gogounou. Entre la troisième place en matière de production de coton, entre Malanville et Gogounou. Malanville produit le coton? Oui. Ah oui, ça je ne savais pas. Cette année, le président de UCOM, il m'a promis ici qu'il ira jusqu'à 40 000 tonnes. Ah bon? Ce n'est pas rien. Et les autres qui sont premiers ou deuxièmes là, ils ne vont pas au-delà beaucoup plus au-delà. Ils ne font pas plus de 3 fois ce que... Bien sûr. Donc, c'est dire que sur le plan de la production cotonnière, Malanville est parmi donc les têtes de peloton. Et sur le plan de la production maraîchère, sur le plan de la production risicole, vous voyez que maintenant, quand vous venez en toute saison, oui, on a vu donc, des étangs. Les zones sont verdoyantes parce que avec le système d'irrigation, en saison de pluie comme en saison sèche, il y a le riz qui se produit en tout moment. Et donc, de ce fait-là, ça veut dire que Malanville est aussi... C'est encore un grenier, donc l'un des greniers donc, du Bénin. Il y a le maïs qui est là, parce qu'à côté du riz, même si c'est irrigué, le maïs aussi peut tenir. Et peut-être encore même donner mieux que pendant la saison des pluies, parce que si la saison des pluies est irrégulière, au point où à des mois donnés, la plante a manqué d'eau jusqu'à ce que ça a fané, la production, ou en tout cas le produit que ça va donner n'est pas la même. Or ici, c'est l'irrigation. Dans l'irrigation, l'arrosage est tellement régulier qu'on ne va pas laisser donc la plante souffrir
avant peut-être de choses là. Donc, c'est ça donc la différence entre la production de compte saison et la production. Parce que la saison, bon, c'est pour vous, les journalistes, qui avaient la possibilité de réguler. De réguler notre caméra. Voilà. Mais bon, vous régulez vos caméras, mais là où il y a la pluie, là, vous ne pouvez pas réguler. Clair. Il peut y avoir des poches de sécheresse pendant des semaines. Oui. Et ça, pour le maïs, dès qu'il commence pas à prendre un coup. Le maïs fan. Donc, quand ça se fane là, même, on peut même mettre un sac d'engrais à côté là, ça ne va rien donner. Or, ici, maintenant, pendant la saison sèche là, l'arrosage est régulier et on fait en sorte qu'on puisse lui apporter tout ce qu'il faut pour que ça puisse... Donc, ces trois défis-là, deux sont déjà relevés grâce au gouvernement à qui je rends un grand hommage au chef de l'État, le président Patrice Talon et tout son gouvernement. Maintenant, le troisième défi-là, c'est ça qui me reste, parce que c'est lié aussi à un autre projet important qui est donc la réhabilitation du grand périmètre risicole de Malanville. Ça, le gouvernement s'est déjà engagé. 3 ministres sont venus. Il y a le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, chargé du développement. Il y a le ministre des Finances. Il n'est pas toujours facile vraiment. Ils sont venus. Il y a le ministre de l'Agriculture. Bon, ils ont fait d'une pierre deux coups. Ils sont allés faire constater dans le monde et devant l'histoire que nous, du côté du Bénin, on a ouvert la frontière après la décision prise par la CEDEAO, donc de libérer tout ce qu'il y a comme contraintes économiques et sur la fermeture de frontières. Donc, tout ça, là, ça a été levé. Ils sont venus dans un premier temps, ils ont fait constater ça au monde entier. Deuxièmement, ils sont allés sur le périmètre parce qu'entre-temps, le chef de l'État nous avait invités et nous avait dit que pour ce qui concerne le développement agricole et surtout au niveau des périmètres et autres, avant de construire, enfin de faire de nouveaux périmètres, il faut déjà commencer par réhabiliter donc les anciens. Et cette réhabilitation va commencer par le périmètre risicole de Malanville. Et c'est pour ça qu'il nous a dit 2 semaines au plus tard, donc les ministres là vont arriver. Ça n'a pas fait 2 semaines, ils sont venus. Et on est en train donc d'aller petit à petit avec tout ce que ça a comme... D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est vraiment passionnant tout ce que vous dites. On sent, comme vous l'avez dit, que vous avez à cœur le développement de votre commune. Et on espère que l'assainissement qui vous tient à cœur aujourd'hui, après avoir relevé ces défis que vous avez cités, que cet assainissement sera une réalité avec le soutien du gouvernement. Alors, on a abordé les questions entrées à l'agriculture, vous avez parlé de la riziculture, vous avez parlé du coton. Et la thématique de cette année, justement, c'est l'agriculture et changement climatique. Quel impact sur la sécurité alimentaire? Malanville, à travers ce que vous avez présenté, est une commune agricole et doit forcément subir les aléas du changement climatique. Dites-nous comment ça se présente à Malanville en termes de changement climatique. Oui, et j'avais déjà abordé ça en parlant donc de la question agricole, tout ça là. Et c'est vrai que Malanville n'eût été donc la présence donc du fleuve Niger, c'est que Malanville serait déjà pratiquement une zone sahélienne. Ça, puisque la seule différence, c'est que c'est le fleuve qui sert d'amortissement par rapport à l'évolution donc de ce phénomène-là. Et le fleuve aussi a suivi le coup, puisque ce changement climatique a fait que le fleuve qui reçoit donc le choc fait qu'à des moments donnés, par exemple, si vous revenez ici au mois de mai, juin, vous allez voir qu'il y a des zones du fleuve où on peut traverser sans mettre pied dans l'eau. L'eau va tarir. L'eau va tarir parce que non seulement que c'est ensablé, conséquence donc de la désertification, en tout cas des changements climatiques, puisque tout ce qui est érosion, tout ça... Le fleuve Niger. Oui, le fleuve Niger que vous voyez là, il arrive des endroits où, à un moment donné, vous pouvez traverser sans mettre pied dans l'eau. Il arrive des fois où on se passe même du pont là. Les camions, les véhicules moyens, quand ils transportent là, ils prennent les charges, ils peuvent traverser sans passer par le pont. Et tout ça, c'est les phénomènes climatiques que nous recevons de plein fouet à travers donc, ces phénomènes que nous observons là. Le fleuve est ensablé, c'est vraiment... Aujourd'hui, comme un vieux m'a fait la caricature donc, du fleuve et de tout ce qui est cours d'eau, c'est que hier, ces cours d'eau-là, du fait que donc, il n'y avait pas les rigueurs des changements climatiques, c'était comme des jarres qui peuvent contenir, selon leur profondeur,
une quantité importante d'eau. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme des plats. Non, c'est-à-dire que c'est profond. Est parfaite. Oui, c'est profond. Aujourd'hui, c'est devenu comme des plats. Oui. Hier, la quantité d'eau que donc, le fleuve peut contenir sans être débordé, par conséquent, pour créer des inondations. Aujourd'hui, il faut peut-être moins du quart et que ça crée l'inondation. Parce que le sable a eu Parce le que temps ça s'est ensablé. de fermer la jarre. Voilà, donc la jarre est devenue maintenant une assiette. Oui. Et donc la quantité d'acide, la quantité d'eau qu'on met dans une assiette, ce n'est pas du tout comparable à ce qu'on met dans une jarre. Donc c'est pour vous dire et pour vous caricaturer tout le phénomène donc, de changement climatique et ce que cela entraîne. Conséquence sur le plan agricole, c'est que des idées novatrices donc, sont apparues, notamment donc, les puits UV. Ces puits UV là, c'est des puits qui sont mis en place pour arroser. Donc parce que même en temps de saison des pluies, il arrive qu'on se réfère encore à l'arrosage. À l'arrosage, parce qu'il y a des arrêts. Il y a des poches de sécheresse. Des poches de sécheresse. Donc ces poches de sécheresse-là sont comblées grâce donc, disons, à ces puits UV avec motopompe, etc. Donc tout ça, c'est de l'adaptation, donc c'est la résilience de l'homme face au changement climatique pour que donc, le développement agricole, l'élan que ça a pris, que ça ne baisse pas. Donc au contraire, c'est que ça évolue parce qu'au fil des ans, on a toujours encore donc, des idées qui se développent. Aujourd'hui, au lieu d'aller vers l'agriculture extensive, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'agriculture intensive parce que même le producteur, il sait que s'il met d'efforts pour avoir les intrants nécessaires, c'est qu'avec moins de nombre d'hectares qu'il exploitait sans avoir la quantité qu'il veut, c'est qu'aujourd'hui, il a donc ce qui, tout au moins, lui donne satisfaction. Et du coup, c'est que ça permet de régler progressivement un problème, la pression sur la terre entre les agriculteurs et les éleveurs. Parce que cette pression s'explique par ce que l'agriculteur veut avoir le plus d'espace possible. Or, la terre n'est pas élastique. La terre n'est pas élastique. L'éleveur, que ça soit, parce que quand on dit éleveur, ça englobe et agriculteur qui fait l'élevage et maintenant les bouviers qui eux, c'est leur... Donc, ça, pour eux, c'est qu'il faut aussi avoir plus d'espace pour le pâturage donc, de leurs animaux. Alors, en conséquence, ce que nous avons retenu au niveau de Malanville, bon, c'est tellement que ça se fait aussi ailleurs, c'est qu'on a des zones de pâturage, des aires de pâturage et des couloirs. Qui sont délimités, des couloirs de passage. Voilà, et des couloirs donc de passage. Ce qui nous reste maintenant pour concrétiser et sécuriser ces aires, c'est peut-être la mise en place des balises et autres fils barbelés pour que désormais l'agriculteur sache que ici, c'est pour l'élevage. Et c'est avec l'appui du projet sédentarisation que nous allons donc progressivement concrétiser. Sinon, les aires de pâturage, les couloirs de passage, tout est là, défini au niveau donc, de l'ensemble de la commune. Maintenant, ce qui reste, c'est la matérialisation et c'est le minimum de dispositifs à mettre en place pour que, donc, en étant sédentarisé, qu'on ne manque plus de rien. Et ça, je crois qu'avec le projet de sédentarisation, on est dans ce cadre-là et je souhaite que ça soit accéléré pour qu'on puisse vraiment régler ce problème. D'accord, monsieur. Vous avez parlé de résilience, vous avez parlé d'adaptivité, d'adaptation. Donc, cela veut dire qu'à Malanville, vous arrivez à vous adapter au point où les changements climatiques, malgré leur impact sur l'agriculture, ne créent pas d'une insécurité alimentaire. Est-ce que, de par l'effet des changements climatiques, des gens manquent à manger? Est-ce qu'il y a la famine à Malanville? Non, à Malanville, je ne souhaite même pas qu'un jour qu'on parle de famine à Malanville, parce que il faut le dire, et c'est ça, je le dis avec toute fierté, c'est que les populations de Malanville sont des populations laborieuses. Quand vous allez, nuit et jour, bien en toute saison, ils sont toujours courbés sur la terre pour chercher donc leur pitance. Et c'est dépasser l'étape de pitance parce que c'est un peu comme si on se débrouille pour trouver quelque chose à manger. C'est aller maintenant vers une agriculture commerciale. Parce que le riz qu'on produit là, ce n'est pas seulement pour la consommation.
Ce n'est pas non pas pour la consommation communale, mais c'est pour l'ensemble de la consommation du pays et même de la sous-région. Oui. Et donc ça fait que en matière d'inquiétude, en tout cas la sous-alimentation n'est pas à considérer ici à Malanville. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a l'alimentation, il y a la nutrition. D'accord, il y a l'alimentation. Il y a l'alimentation, il y a la nutrition. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est tout ce qu'on trouve là, on mange. Alors que la nutrition, ça veut dire que c'est des spécialistes qui ont indiqué les ingrédients à mettre ensemble pour que, même si c'est en petite quantité là, ils savent déjà que c'est ça qui entretient l'organisme. C'est ça. Et c'est pour ça que quand vous prenez les choses là, les enfants là, la nutrition, les nutritionnistes ont un rôle à jouer parce qu'aujourd'hui et depuis pendant un temps déjà, au niveau du domaine de la santé, on fait comprendre qu'il y a tout à manger à Malanville, mais la nutrition la pose problème. Parce que les gens pensent qu'il suffit seulement d'ingurgiter peut-être de la nourriture et puis ça suffit. Pour être bien nourri. Pour l'adulte, bon, peut-être il va le ressentir avant de constater, bon, il va se débrouiller pour rapidement équilibrer. Mais pour le nourrisson, si ce n'est que les parents qui doivent lui apporter quelque chose qu'il doit manger, ça veut dire que c'est ce qu'eux, ils se sont débrouillés pour apporter là, c'est ça qu'il va manger. Oui. Donc, ça veut dire que lui, la résilience n'est pas facile. La résilience n'est pas facile à son niveau parce que si ce n'est pas lui-même qui va trouver un bienfaiteur ou en tout cas un hasard pour lui apporter quelque chose pour compenser donc ce qui lui manque et que c'est toujours la pâte et la sauce, c'est qu'il ne sera pas résilient. Et c'est à ce niveau donc de la couche sociale que le problème se fait sentir. Parce que les gens sont tellement dans les activités qu'ils ignorent un peu ou bien ils mettent de côté la question de nutrition. De nutrition, d'accord. On aura certainement une autre occasion pour parler de nutrition parce que je me rends compte que vous vous y connaissez. Alors, monsieur le maire, nous avons pour cette édition de Bénin Dabaroutou un partenaire qui, au-delà qui, grâce à ce partenariat, met à la disposition de toutes les communes qui vont nous recevoir 2 bourses de formation, 2 demi-bourses de formation, une pour un lycée agricole et l'autre pour une université agricole. Le groupe, c'est le groupe KDK, Kidani Ndada de Pessou, de l'honorable Chatoko, qui a une ferme agricole à Pessou, dans la commune de Tchaourou, une université et un lycée agricole à Parakou. Donc, il y a 2 demi-bourses qui donnent à chaque commune. Vous allez identifier un fils ou une fille de Malanville qui pourra aller suivre les cours, qui a les moyens pour aller suivre les cours à Parakou. Donc, tout à l'heure, à la fin de cette émission, on vous remettra votre demi-bourse. Quelle est votre impression? Oui, merci pour l'information. C'est une très bonne initiative parce que aujourd'hui, ce qu'il nous faut pour notre Bénin, c'est d'avoir une agriculture, non pas une agriculture faite par dans le hasard, oui, mais une agriculture vraiment orientée vers le marché. Parce que si l'agriculture est orientée vers le marché, c'est qu'il y a une partie naturellement qui est consacrée donc à la consommation, mais une partie aussi qui va au marché et lequel marché donc est organisé pour recevoir vraiment de façon normale, un peu comme le coton, oui, qui est une filière. Aujourd'hui, l'ANACAD aussi est une filière parce que ces deux ont aujourd'hui ce qu'on appelle l'interprofession. Oui. Donc, on veut une agriculture comme ça organisée pour aller même sur le marché international. Et pour faire ça, c'est qu'il faut que déjà, au niveau de l'école, qu'il y ait déjà des formations qui vont dans ce sens-là. Et qui forment voilà. Les gens. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que le chef de l'État, dans sa vision, a parlé des lycées agricoles, lycées techniques agricoles. Malanville en a bénéficié. Oui. Et on est en train donc de, avec toutes les difficultés, parce que, bon, notre voisine de Karimama est là, voilà, ici c'est notre terre. J'ai dit, mais... Le lycée, c'est pour tout le monde. Mais je dis, ceci c'est votre terre selon la loi. Si la loi, par erreur, a dit que cette partie appartient donc à Karimama, quel est le problème? On est en train de lutter depuis 2022 pour être en intercommunalité entre les deux communes. Oui. Et aujourd'hui, un projet vient où on dit que c'est telle commune qui bénéficie de ça. Et qu'on le veuille ou non, si on va à cette intercommunalité, c'est qu'il
il n'y aura pas un cataclysme qui ne fera pas de Malanville la locomotive de cette intercommunalité-là. Ça, là, il n'y a rien à faire. Et donc, à partir de ce moment-là, si on dit que Malanville bénéficie de ce lycée technique, mais c'est pour l'ensemble, non seulement c'est même pour la sous-région, Burkina, Niger, Nigeria, etc. Aujourd'hui, on a toutes les difficultés possibles. Même la tutelle est intervenue, on est toujours là. Mais par la grâce de Dieu, ça va se réaliser. C'est un projet de gouvernement. Donc, c'est dire que le chef de l'État lui-même est déjà dans l'optique que désormais, il faut que l'agriculture soit une agriculture professionnelle. Et pour que cela soit ainsi, c'est qu'il faut que des gens soient formés pour ça. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons ces lycées techniques agricoles-là. Et même la dernière fois, dans son message à la nation à la fin de l'année, il a évoqué donc la lenteur des études qui doivent aboutir donc, à la mise en place de ces lycées-là. Voilà. Alors, monsieur le maire, c'est la fin de cet entretien. Quel est votre mot de la fin? Au moment de la fin, c'est d'abord de vous remercier pour avoir pris l'initiative de venir trouver les maires dans leur vie quotidienne pour une bataille allant dans le sens donc, de développement de leurs communes respectives. Et mot de fin, c'est aussi, après ce remerciement-là, que la classe politique, les acteurs politiques comprennent que aucun développement n'est possible à partir du haut, c'est toujours à partir du bas. Parce que c'est le développement de l'ensemble des 77 communes qui fait donc le développement de la nation béninoise. Absolument. Et que même si on investit tout dans une localité donnée ou bien dans une zone donnée, on parlera de développement, mais un développement déséquilibré. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, dans ma tête, c'est que la bataille de notre génération de maires de la 4e mandature, là, c'est faire en sorte que nous puissions tout faire pour que donc, nos communes respectives puissent trouver le minimum mis en place pour le décollage de leur développement successif. Et comme ça, on aura même, disons, répondu à l'appel du chef de l'État qui veut que le Bénin soit révélé sur le plan du développement. Et ça c'est en train de l'être. Et donc, pour que cela soit ainsi de façon globale, c'est que chaque commune doit pouvoir mettre en place le minimum pour que donc on puisse prendre l'envol de de ce décollage économique et en tout cas de développement en général pour le Bénin révélé. Donc c'est d'inviter enfin les politiciens, parce qu'il ne sert à rien de penser que depuis longtemps, bon, c'est moi qui ai la chasse gardée donc de telle zone. Aujourd'hui, aucune zone n'est la chasse gardée de quelqu'un. La chasse gardée, si on veut le dire dans le sens positif, c'est, disons, la chasse gardée du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui s'évertue nuit et jour pour mettre en place le minimum pour que, donc, avec les partenaires, ils aient l'engouement pour venir donc investir et accompagner donc le gouvernement. Si quelqu'un ne veut pas se mettre dans cette logique-là, je considère qu'il est contre donc le gouvernement et par conséquent, il est contre le Bénin révélé que chaque jour le chef de l'État s'évertue à faire. Et c'est ça qui fait donc l'animosité entre ces politiciens-là et nous qui nous évertuons chaque jour pour que donc on puisse capter la vision qui consiste donc à mettre en place le minimum dans chaque commune pour leur décollage de développement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci bien. Je retiens que c'est à l'aune du développement de chaque commune que le développement du Bénin va se faire ressentir et chaque commune doit œuvrer pour poser les bases solides d'un développement durable de sa commune pour que le Bénin puisse être révélé. Nous avons, avec le maire, découvert les 3 défis qu'il avait en tête lorsqu'il prenait les rênes de la commune de Malanville. Le défi au niveau de l'électricité, le défi au niveau de la stabilité politique de sa commune et le défi de l'assainissement.